Et en même temps, je suis en train un peu de découvrir certains aspects de l'optimisation bayésienne. Donc, j'espère que les échanges vont nous aider tous. Tout d'abord, je vais commencer par un peu présenter le problème où on va utiliser l'optimisation bayésienne, surtout dans le contexte du machine learning. Dans le contexte du machine learning, vous savez que nous avons des paramètres qui sont les poids du réseau de neurones, mais nous avons aussi des hyperparamètres. Quand on prend par exemple un réseau de neurones qui essaie de prédire s'il s'agit d'un chat ou d'un chien, ou chat, chien, cheval, éléphant, dans ce réseau de neurones, on a un certain nombre de couches cachées. Nous avons, dans les couches cachées, nous avons un certain nombre de neurones. Nous utilisons des fonctions d'activation. Nous utilisons aussi donc des tactiques ou des approches pour optimiser, pour ajuster les poids. Donc, en s'appuyant sur learning rate, donc le taux d'apprentissage, et puis le momentum. Donc, ça, on va le voir après. Notre objectif, donc, c'est de mettre à jour les paramètres. Pourquoi mettre à jour les paramètres? Pour avoir à la fin un réseau de neurones qui peut prédire correctement, le plus précisément possible, les chats, les chiens que l'on met ici. Nous aimons aussi que le coût de l'entraînement soit réduit. Il faut que, en utilisant notre CPU ou GPU, que l'on arrive à entraîner le réseau de neurones dans un temps acceptable. Voilà, donc c'est ça un peu l'objectif, c'est comment entraîner justement le réseau de neurones dans un temps qui soit correct, et puis de manière à ce que lorsque je le teste ou lorsque il passe en production, lorsqu'il est utilisé par des gens, qu'il prédise correctement les images qu'on lui donne. Mais ça peut concerner d'autres types de réseaux de neurones pour d'autres tâches. OK, donc voilà, c'est les objectifs. En particulier, comme je l'avais dit, un réseau de neurones, dans un réseau de neurones, nous avons un nombre de couches cachées qui peut varier. Et on sait que plus on met de couches cachées, plus on a un réseau de neurones précis, à condition de ne pas aller trop loin dans le nombre de couches cachées, parce qu'à un certain moment, on peut se retrouver dans une situation dont, lors de la rétropropagation, le réseau de neurones n'arrive pas à ajuster les couches, surtout les couches de début. Parce qu'il y a un peu le phénomène de vanishing gradient, donc l'annulation du gradient. Donc, il faut qu'on ait un certain nombre de couches cachées, un nombre suffisamment grand, parce que ça permet de bien extraire les patterns, les features, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un nombre trop grand. Comment choisir le nombre optimum? C'est ça la question qui se pose. Et puis, je répète ce que j'ai dit au début, le nombre optimum qui va nous donner un réseau à la fin, une fois qu'il est entraîné, qui arrive à retrouver, à identifier, à bien prédire un peu les images qu'on lui donne, dans le cas de la classification. Et puis, dans chaque couche cachée, combien de neurones on va mettre? Donc, le même raisonnement. Si on met beaucoup de neurones, c'est toujours mieux, puisqu'il aura la capacité de mieux prédire, mais il ne faut pas que le coût soit très élevé, ou alors qu'il y ait un overfitting, parce que si on met encore trop de neurones, on risque d'apprendre tous les détails des exemples, ce qui n'est pas souhaitable non plus, puisque ça va
nous poser un problème lors de la généralisation. Lorsqu'il va voir des images sur lesquelles il ne s'est pas entraîné, ça peut poser des problèmes, puisqu'il va s'attacher aux détails de l'apprentissage, ce qui n'est pas intéressant. Donc, quel est le nombre de couches optimales? Quel est le nombre de neurones dans les couches, dans les différentes couches? Vous savez que c'est un problème d'optimisation très difficile, parce que si je change le nombre de couches, je n'ai pas le résultat immédiat. Donc, il est difficile d'imaginer donc une méthode d'optimisation, parce qu'en général, lorsqu'on a une fonction f qui dépend de x, et je cherche le x tel que f soit maximal ou minimal, donc optimal, je peux parler de gradient, utiliser la descente du gradient ou d'autres techniques. Mais là, c'est un peu très compliqué parce que je change le nombre de couches, je fais l'entraînement, donc je passe tout, donc j'entraîne mon réseau et à la fin, est-ce que le nombre de couches que je mets a un impact sur le résultat final après toutes les époques et toutes les phases d'entraînement que l'on fait au raisonnement. Donc, c'est une fonction, on n'a pas une fonction explicite ou du moins simple qui lie un hyperparamètre au résultat souhaité, à ce que je souhaite obtenir en utilisant ce hyperparamètre. Il y a aussi d'autres hyperparamètres ou d'autres choses que l'on ajoute, que l'on met dans l'architecture, dans le schéma de résolution à l'aide du réseau de neurones, qui sont les fonctions d'activation. On utilise souvent les relus, mais parfois, dans d'autres réseaux, on utilise la tangente hyperbolique, on peut utiliser une sigmoïde, surtout lorsque on a une classification binaire ou une softmax. Mais on a souvent le choix. Parfois, on a le choix entre les différentes fonctions d'activation, lesquelles choisir. Là aussi, on peut imaginer que dans certaines situations, on pourrait passer par donc une méthode d'optimisation, mais pas une méthode d'optimisation un peu classique. Le drop-out, la même chose aussi. Drop-out, c'est quoi? C'est le fait de ne pas utiliser un certain neurone, de considérer que certains neurones n'existent pas, de les éliminer donc quand je prédis, lors de la prédiction, et donc aussi lors de rétropropagation, dans la phase d'entraînement. Et pourquoi? Parce que je cherche à apprendre, par exemple, les chats, les chiens, mais à éviter le overfitting. Donc, pour éviter le surapprentissage, le overfitting, parfois, on élimine certains neurones. Parfois, par habitude, on élimine 20% de neurones et parfois d'une façon aléatoire. De façon aléatoire, dans une couche, on élimine un certain nombre de neurones. Et souvent, ça améliore les résultats d'apprentissage. Surtout que ça permet une meilleure généralisation lorsque on fait le test à la fin, test de validation du réseau de neurones. Il y a aussi, lors de l'apprentissage, le taux d'apprentissage. Lorsque je calcule le gradient, donc lors de la rétropropagation, je veux mettre à jour les poids, donc WI, donc I plus 1, ça va être WI moins un certain alpha fois DJ sur DW sur DW. Donc, j'aurais pu écrire cette formule, mais le alpha, qui est le taux de... Donc, je vais l'écrire quand même. WI plus 1 égale WI moins alpha I. Donc, le choix de ce alpha I, d'habitude, on choisit alpha I, on peut choisir alpha I égale à 0,001 et puis on le réduit. Bon, pourquoi on le réduit? Parce que quand on est proche de la solution, de l'optimum, il ne faut pas qu'on fasse des pas trop grands. Sinon, on va osciller autour du... D'accord? Donc, si on met un alpha trop petit, on va prendre beaucoup de temps pour arriver à l'optimum.
ici qui est un minimum. Si on utilise un pas trop grand, on va osciller, on va passer à droite, à gauche, etc. On va peut-être jamais atteindre le minimum. Et il faut donc utiliser un taux d'apprentissage qui devient de plus en plus petit lorsque je m'approche de l'optimum. Mais comment je vais, moins alpha I, je ne sais pas pourquoi ça, hein, alpha I dj sur dw. Mais comme j'ai dit, comment je vais choisir cette réduction. Déjà, comment je choisis le alpha I au début et comment je le réduis. Ça aussi, c'est un problème d'optimisation qu'on peut donc traiter à l'aide de l'optimisation bayésienne. Un autre paramètre, hyperparamètre que l'on essaie d'optimiser, c'est aussi le momentum. Donc, c'est-à-dire comment on va garder une information du gradient du pas précédent dans le pas suivant. Pourquoi? C'est pour éviter le zigzag. Parce que là, si vous utilisez directement le gradient, vous allez avoir des oscillations, d'accord? C'est comme si vous voulez atteindre le minimum, vous suivez les tangentes et donc vous allez osciller avant d'arriver à la fin, donc à votre optimum. Or, ici, si le premier pas était comme ça et que le deuxième pas est comme ça, moi, je ne vais pas aller dans ce sens. Je vais prendre celui-là, mais je vais ajouter 0,5 fois le premier. Donc, nous avons ça et ça, donc je vais aller dans ce sens. Donc, vous voyez, j'ajoute 0,5 du premier gradient plus le deuxième gradient qui veut me déplacer comme ça, et donc je vais me déplacer dans ce sens. Et puis, j'ajoute 0,5 du nouveau gradient qui normalement m'amène peut-être dans ce sens, plus le précédent, et je vais aller dans ce sens, ce qui permet d'aller directement vers le minimum avec de petites oscillations. C'est-à-dire, il réduit un peu l'effet des oscillations parce que le gradient, il s'intéresse un peu à la tangente locale. Et le momentum me permet d'utiliser un peu l'historique du gradient précédent et donc d'ajuster pour trouver une sorte de moyenne. Ça corrige un peu la direction du gradient ou la direction de la descente du gradient. Voilà, donc au lieu d'osciller, on va aller un peu plus correctement vers l'optimum. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'hyperparamètres à donc ajuster. On peut aussi parler des époques. Les époques, c'est le nombre de fois où on parcourt tous les exemples. Donc, lors de l'entraînement d'un réseau de neurones, une époque, c'est quoi? C'est lorsque je parcours tous les exemples. Après, je les mélange et je les reparcours. Je les mélange, je les reparcours. Je les mélange quand je le souhaite. C'est aussi un paramètre. Shuffle. Donc, est-ce que je vais, après le premier, est-ce que je mélange ou je ne mélange pas? En général, on mélange pour qu'on ait un effet un peu, pour que le choix des exemples soit le plus probable, le plus stochastique possible, le plus aléatoire possible. Et batch size, c'est combien d'exemples je prends à la fois. Donc, chaque itération, quand je calcule le gradient, je le calcule par rapport à combien d'exemples. On ne calcule pas le gradient par rapport à tous les exemples. Et parfois, on ne calcule pas pour chaque exemple, alors que c'est peut-être souvent, les gens disent que c'est la meilleure solution, c'est de travailler, c'est de calculer le gradient pour chaque exemple. Mais ça va être coûteux et pour optimiser, surtout exploiter le fait que les machines peuvent faire des traitements parallèles. Aujourd'hui, on préfère utiliser plusieurs exemples à la fois, ce qui donne des batchs ou des mini-batchs, vous voulez. Donc, quelle est la taille de ce batch? C'est 32, 64. D'accord, ça dépend aussi de la capacité de la machine, 32 parce que
on souhaite 32 bits et puis 64 bits, 2 fois 64 bits, donc 128 bits ou 256 bits. Donc, ça dépend aussi de la capacité de mon processeur. Voilà, donc, et c'est un hyperparamètre, puisque je dois choisir, et parce que quand je choisis, je peux impacter la performance ou la précision du réseau une fois qu'il a appris. Autre hyperparamètre, surtout lorsqu'on utilise des réseaux convolutifs, et là, bien sûr, le plus souvent, on utilise des réseaux convolutifs, mais dans d'autres situations, il y a aussi d'autres paramètres. Si c'est un réseau récurrent ou LSTM, il y a aussi des couches, combien de couches je vais mettre. Donc, on a déjà parlé de fonctions d'activation. Donc, mais pour les images, pour le réseau convolutif, sachant que aussi le réseau convolutif, on peut les utiliser pour le son, pour les séries temporelles, pas que pour les graphes aussi, nous avons quelque chose qui ressemble à réseau convolutif. Mais là, donc, pour le réseau convolutif, le nombre de filtres est un hyperparamètre. La taille, est-ce que c'est 3 x 3? Donc, c'est un hyperparamètre, chaque filtre. Donc, et puis, le pooling, etc. Donc, on a déjà parlé de drop-out. Le pooling, c'est combien on prend dans le max pooling, on prend un certain nombre de cellules et on prend le maximum. C'est une sorte de réduction. Ça permet aussi d'éviter l'overfitting et de réduire la taille, la dimensionnalité du phénomène et aussi parce qu'on va faire des combinaisons après. Donc, ça permet de construire les features à des niveaux de plus en plus abstraits et de plus en plus synthétiques. Mais c'est un hyperparamètre. Voilà, donc les fonctions d'activation, les tailles des filtres, le nombre de filtres utilisés, pooling, quel type de pooling, tout ça, relu ou pas, ou autre chose. Donc, tout ça, c'est des hyperparamètres. Ils impactent la performance ou la précision du réseau de neurones à la fin. Comment les choisir? J'avais déjà souvent dit qu'il y a l'expérience du développeur. Il y a aussi le fait que l'on prend ce que les autres ont fait. On peut aussi imaginer les ODI-net, donc que les couches soient créées d'une manière automatique en suivant les non-linéarités de l'équation différentielle obtenue à partir de ResNet. Donc, ResNet, ça donne une équation différentielle ordinaire et on peut construire un réseau de neurones à partir de cette équation différentielle ordinaire. Mais là, on va essayer de présenter une méthode basée sur l'optimisation bayésienne. Mais ça va être peut-être pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va introduire un peu ça, mais on va le voir dans les détails la prochaine fois. Pour faire cette analyse des hyperparamètres, donc ça c'est un peu dans la littérature, j'ai trouvé ça dans des sites web et des documents, différents documents. Il y a beaucoup de méthodes, mais on résume ça ici. Hinton parle beaucoup de ça, il a une vidéo très, très intéressante qui permet de comprendre un peu cette technique. Donc, soit random search, soit grid search, soit l'optimisation bayésienne. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'optimisation bayésienne, qui est d'ailleurs plus performante que les autres méthodes, beaucoup plus naïves. Or, random search, par exemple, c'est très naïf, ou grid search, où on pose des scénarios et puis on les teste. Random search, c'est d'une manière aléatoire, on va explorer les possibilités et voir un peu l'optimum. Mais comme j'ai dit, nous, on va s'intéresser à l'optimisation bayésienne qui est beaucoup plus intéressante. Et pour pouvoir
donc utiliser ces distributions, cette optimisation bayésienne, on va repasser par les distributions normales, chose que certainement vous connaissez très bien. Quand on a une univariate Gaussian ou gaussienne avec une seule variable, donc une distribution normale ou univariate Gaussian ou gaussienne, comment on dit en français, bon, une seule variable, voilà, distribution, voilà, donc elle est caractérisée par deux paramètres, mu et sigma. Mu, c'est la moyenne, sigma, c'est l'écart type. Nous avons les formules, donc il suit une loi normale, donc une distribution suit une loi normale lorsque la probabilité que les points soient proches de la moyenne est très élevée. L'essentiel des valeurs vont être autour de la moyenne. Voilà, en gros. Donc, on a une gaussienne comme ça avec l'écart type, c'est sigma. Parfois, on met n, x, mu, sigma au carré, c'est-à-dire on utilise la variance comme paramètre plus que l'écart type, mais c'est un détail. L'expression de cette fonction, qui est une densité de probabilité, elle est donnée par 1 sur racine de pi sigma au carré, exponentielle, moins 1 sur moins 1 demi, x moins mu au carré sur sigma carré. Donc, c'est un peu classique, standard. Les paramètres sont mu et sigma au carré. Et mu, c'est la moyenne et sigma, c'est l'écart type. La moyenne, c'est l'espérance. Donc, c'est l'intégrale entre moins 1 et moins l'infini plus infini de nx ou p de x, tout simplement dx. Sigma au carré, c'est la variance, donc c'est toujours l'intégrale entre moins l'infini plus infini de p de x, x moins mu au carré de dx. Tout ça, c'est des choses classiques, standards, que normalement, on ne doit pas poser de problème. Mais comme j'ai dit, l'essentiel est que les points, donc les valeurs, ils se trouvent autour de mu. Quand sigma est grand, bien sûr, ça va un peu s'élargir, la gaussienne, la courbe va s'élargir, et le point, bien sûr, ils sont toujours autour de mu, mais pas d'une manière très dense. Plus c'est large, plus l'écart type est grand, plus les points un peu se trouvent autour de mu, mais pas tout près de mu. Donc les paramètres mu, ça donne la position un peu des points, c'est autour de mu, et sigma, ça donne un petit peu la dispersion. Est-ce que les points sont dispersés autour de mu ou ils sont rassemblés autour de mu? On peut penser à une notion de densité. Voilà, donc, et pourquoi une distribution normale va nous intéresser? C'est par le fait que si nous avons deux points qui sont l'un à côté de l'autre, alors la densité de probabilité qui leur correspond est pratiquement la même, parce que cette courbe, cette fonction, les continue. Donc, si je prends un point à côté de l'autre, et puis il y a un point central, la moyenne, autour de laquelle il y a l'essentiel des valeurs. Voilà, donc ici, on voit que 68%, c'est entre moins sigma et plus sigma, donc mu moins sigma, mu plus sigma. Mais si on considère donc une gaussienne centrée réduite, donc surtout centrée, on a ici 0, donc vous voyez, on a le 0 partout. Et tout dépend de sigma. Si sigma est grand, ça va, comme ce que j'avais dit. Donc, toujours 68% des valeurs se trouvent entre moins sigma et sigma. Mais si sigma égale à 2, vous voyez donc l'étalement des points. Et là, par contre, si c'est 0,5, donc tous les points sont presque autour de 0, puisqu'on a centré les valeurs dans cet exemple. Donc, mu égale à 0, mu égale à 0, vous voyez, mu égale à 0, et puis mu égale à 1, 0,5,
de 0,5. Et mu égale à 3 oui, ici mu égale à 3 et sigma égale à 0,5. Voilà. On passe. La même chose, on peut le voir lorsqu'on passe à dimension n. Donc, si nous avons un vecteur x1 jusqu'à xn, mais x1 suit une loi normale, x2 suit une loi normale, tous les termes de x qui est un vecteur maintenant suit une loi normale, alors on peut toujours parler de loi normale, on peut toujours parler de mu qui est une moyenne et de sigma, mais cette fois, sigma, ça va être une matrice qui définit un peu l'écart type, mais dans un autre sens. C'est la matrice un peu des variances-covariances. Et voilà, donc variance-covariance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle contient les variances quand je considère les variables comme quand je considère par exemple x1, mais la covariance aussi quand je considère x1 avec x2 ou x2 avec x3 ou xn avec x1. D'accord? Donc, c'est la matrice des covariances parce qu'il a les deux choses, la dépendance entre les différentes variables, mais aussi les variances. Donc, les variances de chaque variable prises indépendamment des autres variables. Voilà, donc l'expression de P, qui est la densité de probabilité, va être comme ça. Donc, il suit une loi normale de moyenne mu, qui est un vecteur ici, parce que c'est la moyenne de chaque variable aléatoire, et de écart type, mais comme on est en dimension n, c'est la matrice de covariance sigma. La formule, c'est ça, de cette fonction de densité de probabilité gaussienne, avec, là, c'est le déterminant de sigma, et puis nous avons cette expression, et mu, c'est l'espérance, l'expectation de x, mais c'est tout simplement l'espérance de x1, xn, le vecteur x1, xn. Et sigma ij, c'est, comme j'ai dit, la covariance de xi, xj. Donc, le terme sigma ij, le im ligne, jm colonne de sigma, c'est tout simplement covariance de xi, xj. D'accord? Et qu'on peut aussi obtenir comme ça. Donc, c'est l'espérance de xi moins mu i transposé xj moins mu j. Dans le cas où nous aurions deux variables aléatoires, lorsque x est deux variables aléatoires, donc R, à valeur dans R, avec mu, c'est mu1, mu2, covariant sigma, et là, nous allons obtenir sigma égale à sigma 1 carré, moins rho sigma 1, sigma 2, donc moins rho sigma 1, sigma 2, et puis sigma 2 au carré. Les variances, et puis les écarts types, et puis corrélation. Rho, c'est la corrélation entre x1 et x2. Vous voyez très bien que la matrice, l'analyse de la densité de probabilité dans R2 revient à analyser les distributions donc x1 et puis de x2 qui suivent les lois normales, et puis un coefficient de corrélation multiplié par sigma 1, sigma 2. Donc, on passe de une dimension à la dimension 2. Et donc, x1 suit voilà, vous voyez un peu, x1 suit la loi normale mu1, sigma 1, et l'autre de moyenne mu2, sigma 2. Donc, les paramètres sont là. Et sigma, donc déterminant, c'est sigma 1 carré, sigma 2 carré, 1 moins au carré. Et nous avons donc là le P de x, donc pour les deux à la fois, donc la probabilité avec les deux variables, x1, x2, c'est 1, etc. Vous avez la formule ici.
Et nous avons ici quelques exemples. Par exemple, quand sigma c'est 1, 1, 0, 0, c'est tout simplement une. Vous voyez, nous avons ça. Et puis, lorsque c'est 0, 6, 1, ça change. Nous avons des ellipses, mais qui changent de forme. Quand je projette sur le plan XY, voilà, donc, il y a aussi autre chose que l'on doit utiliser dans l'optimisation bayésienne, c'est le théorème de Bayes, justement. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème? Il nous dit que si vous avez P de XY, donc une distribution de probabilité, quand on considère XY, donc c'est probabilité conjointe, puisque nous avons les deux variables aléatoires X et Y. Donc, probabilité d'avoir X et Y, les deux à la fois. On sait très bien qu'il est égal à la probabilité d'avoir Y et X, c'est immédiat. Ça permet d'avoir la formule de Bayes, ou le théorème de Bayes. Donc, la probabilité de Y étant donné X est égale à la probabilité de X étant donné Y fois la probabilité de Y divisée par la probabilité de X. Dans beaucoup d'aspects du machine learning, on utilise ce théorème. Il est vraiment central, il est fondamental dans le machine learning. D'ailleurs, même lorsqu'on définit la loss function dans le cadre de la classification, on passe par, moi, je pense que pour faire ça, de la KL divergence ou la divergence de Kullback-Leibler, et on utilise Bayes, théorème de Bayes pour comparer deux distributions de probabilité, la probabilité prédite et la probabilité vraie. On passe un peu par ce théorème de Bayes. Donc, le théorème de Bayes, il est central en machine learning, en particulier lorsqu'on va traiter des réseaux de normes. On peut remplacer ça par la probabilité de X, de Y étant donné X, sachant X, est égale à la probabilité de X sachant Y fois probabilité de Y divisé par la somme pour tous les Y de probabilité de X, étant donné Y fois probabilité de Y. Donc, ici, quand je dis tous les Y, c'est-à-dire tous les Y formant une partition. On peut prendre juste Y et non Y, c'est-à-dire le complément de Y, ce que vous voulez. Ou alors on prend, donc ça dépend donc, l'essentiel c'est d'avoir une partition pour pouvoir écrire ça, pour faire la somme sur tous les termes de cette partition. Une lecture de ce théorème de Bayes, il nous dit que postérieure, donc la probabilité postérieure de Y sachant X, il est égal à likelihood, donc la probabilité de X, en supposant que Y est vrai, fois la probabilité de Y, prior, c'est-à-dire la probabilité qu'on a d'après notre connaissance, notre belief, notre croyance sur Y, divisé par marginal likelihood, c'est-à-dire en considérant X indépendamment de Y, P de X. Bien sûr, sachant que je peux mettre ici la somme, ce qu'on a montré avant. Donc, mais ce qui est intéressant ici, c'est que je passe d'une probabilité de Y sachant X, X une hypothèse, quelle est Y sachant et la probabilité de Y sachant X, je l'obtiens en utilisant la probabilité de X sachant Y, ce qui est normalement, nous, en mathématiques, depuis très longtemps, surtout ceux qui n'ont jamais fait des probabilités, pour eux, si A implique B, alors on ne peut pas dire que B implique A. Donc là, j'ai mis est-ce que ça veut dire que B implique A, mais non. En général, en maths, si A implique B, rien ne justifie que B va impliquer A. D'ailleurs, si nous avons A implique B et B implique A, c'est que A et B sont équivalents. Deux propositions équivalentes veut dire que A implique B et B implique A. Mais dans le cas général, si A implique B, rien ne prouve que B va elle aussi impliquer A. Mais, je vais prendre un exemple. S'il pleut,
alors le sol sera mouillé. Si je sors et je trouve du sol mouillé, c'est que, d'accord, s'il pleut, le sol va être mouillé, surtout dehors. Donc, à l'extérieur, nous aurons le sol mouillé. Maintenant, si le sol est mouillé, est-ce que ça veut dire qu'il a plu? Non, bien sûr que non, parce qu'une personne peut verser de l'eau et donc, ce n'est pas forcément que… Mais si le sol est mouillé ici, et puis un peu à côté, et puis en ville, et puis… D'accord. Là, c'est un peu différent. Au moins, je dirais que la probabilité de A, que A soit vrai, est élevée. Donc, si j'ai une implication, si j'ai A implique B, s'il pleut, alors le sol sera mouillé. Un peu partout, là où ce n'est pas couvert. Maintenant, si un peu partout, là où ce n'est pas ouvert, est mouillé, il est très probable qu'il ait plu. En particulier, si je dis autour de la FST, de stade, s'il pleut, alors, par exemple, disons, le jardin de la FST sera mouillé. Si le jardin de la FST est mouillé, ça ne veut pas dire que ça plu. Là, c'est un peu avec un esprit déterministe. Mais si on a un esprit un peu probabiliste, s'il pleut, à 100%, disons, ou à 90%, 99%, le sol sera mouillé. Si le sol est mouillé, au moins à 50%, à 40%, il a plu. Donc, vous voyez, l'équivalence reste vraie, mais bien sûr, en termes de probabilité. Et c'est un petit peu ce qu'on a ici, donc d'une certaine manière. Et d'ailleurs, une autre manière de parler de voir le théorème de Bayes, c'est la probabilité qu'un modèle soit valable, soit vrai, soit correct, étant donné, sachant que nous avons des data. Donc, il fallait mettre ici data, j'ai oublié, donc, comme j'ai mis ici data. Donc, je vais le mettre rapidement et puis je repartage ça. OK. Donc, je mets ici data. Data. Voilà. J'enregistre et puis je partage avec vous. Je repartage. Comment je fais? Partager l'écran. Ça. Et puis, comme ça. Voilà. C'est en plein écran, c'est ça, en mode plein écran? Oui. OK, donc là, nous avons probabilité d'un modèle, sachant les data, elle est égale à probabilité de données. C'est-à-dire l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? Est-ce que pour un réseau de neurones est-ce que pour un réseau de neurones que je propose, avec éventuellement des poids qui ne sont pas corrects, la probabilité que les datas sont produites par ce modèle. Et là, c'est la probabilité du modèle étant donné les données. Là, c'est la probabilité des datas. Si je suppose que le modèle est vrai, elle est égale à la probabilité du modèle. Donc, ça, c'est une probabilité que je dois mettre parce que je pense qu'il est bon. Donc, c'est une probabilité a priori divisée par la probabilité des données. Voilà, donc, de toute manière, le théorème de Bayes, on va voir comment on va l'utiliser, donc l'optimisation bayésienne après. Et comme j'ai dit, on va peut-être compléter la prochaine fois, mais je vais quand même un petit peu parler de ce qu'on va faire. Voilà, nous avons une fonction. C'est quoi la fonction ici? C'est le réseau entraîné, le réseau qui a appris. Donc, on prend un réseau de neurones avec par exemple, on va prendre l'hyperparamètre nombre de couches. Nous allons prendre un réseau de neurones avec 5 couches cachées. Pour moi, la variable, c'est 5 couches cachées. J'aurais pu mettre 7, j'aurais pu mettre 4 ou 20. Mais maintenant,
j'ai mis 5. Je prends les exemples. J'entraîne le réseau de neurones. C'est bien. Il est entraîné. Je valide. Je passe au test. Je teste mon réseau de neurones. Il me donne une bonne précision. La question, quelle est la relation entre cette bonne précision que je valide après qu'il s'est entraîné sur le training dataset? Quelle est la relation entre cette précision que j'obtiens avec les données test training set et le nombre 5 de couches? D'accord? Donc, c'est difficile de calculer le gradient. D'une part, ça coûte très cher, F. Si maintenant je mets 7 couches, je dois refaire tout l'entraînement et puis tester et voir quel est le résultat de ce test, quelle est la précision que ça me donne. Vous voyez, ça coûte cher. Donc, c'est difficile de calculer F. Je n'ai pas une expression de F. Je n'ai pas une expression. Il n'y a pas quelque chose de 1/3 fois le nombre de couches égale la précision ou racine carrée de… Il n'y a pas d'expression claire. Bon, je peux obtenir, si vous me donnez le nombre de couches égale à 5 ou 6 ou 7 ou 20 ou 100, je peux entraîner mon réseau de neurones sur les 1 million d'exemples, faire le test et obtenir la précision. D'accord. Mais vous voyez, donc, mais je n'ai pas une expression de la fonction. Donc, c'est une boîte noire, black box. Et puis, même cette boîte noire, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent, je prends les exemples, je les mélange, rien ne me garantit si je fais, même avec 5 couches, si j'exécute 2 fois l'entraînement, que j'obtiens la même précision. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui changent. C'est aléatoire, c'est d'optimisation stochastique. Ça dépend des exemples, comment ils sont ordonnés, parce que, en général, quand je fais de l'entraînement, je ne dois pas préciser. Donc, je mélange d'une manière aléatoire les exemples. Et puis, il y a beaucoup de randomness, beaucoup d'aléatoire dans ces calculs. Et puis, parfois, il y a aussi du bruit qui peut s'insérer, parce qu'il y a beaucoup d'approximations que l'on fait. N'oubliez pas qu'on fait aussi de l'optimisation, c'est un calcul numérique. D'accord. À l'intérieur, dans la phase d'entraînement, on utilise l'optimisation et donc le gradient. Et là, c'est aussi des erreurs qui peuvent entacher le résultat final. Voilà. Donc, et puis, comme je l'ai dit avant, il n'y a pas moyen de calculer le gradient. On ne peut pas dériver le résultat final, qui est la précision obtenue une fois qu'on a entraîné sur 1 million d'exemples notre réseau de neurones avec 5 couches. Je n'ai pas la dérivée de ce résultat, de cette fonction, par rapport au nombre de couches. Parce que ce n'est pas direct, ce n'est pas une expression. C'est très difficile à faire. On pourra toujours imaginer, mais ça va être très, très, très difficile. On peut bien sûr mettre 5 plus epsilon, je ne sais pas, et epsilon, on ne peut pas, puisque le nombre de couches doit être un nombre entier. Vous voyez, ce n'est pas évident. Voilà, donc on est un peu dans cette situation. Et comment on fait? Et puis, c'est un problème d'optimisation qui n'est pas convexe. On peut le montrer que ce phénomène, la dépendance entre le nombre de couches, là, je parle de nombre de couches, mais on peut aussi parler d'autres choses. Parler de drop-out, du taux d'apprentissage, donc vous vous rappelez de tous les hyperparamètres. Donc, en plus, comme j'ai dit, en plus de ça, donc, il n'est pas, donc, on ne peut pas donc, voilà, calculer le gradient, on n'obtient pas les mêmes solutions, du bruit, c'est une boîte noire et ça coûte très cher à faire ces calculs. Et donc, et puis, nous souhaitons avoir un optimum global, qui maximise la précision, qui réduit l'erreur. C'est ça un peu notre objectif. Donc, nous souhaitons trouver le nombre de couches ou le taux d'apprentissage qui maximise, mais que ce soit un maximum global. Donc,
l'optimisation bayésienne va nous permettre de trouver, d'espérer trouver un optimum global d'une fonction coûteuse, difficile, dont on ne peut pas calculer le gradient, dont on n'a pas l'expression et qui peut être entachée de bouclier. Voilà, donc c'est comment on va procéder, mais ça, c'est juste une présentation, donc on va revoir la prochaine fois. J'ajouterai aussi la référence parce que ça ne m'appartient pas. Donc, nous avons la fonction qui est compliquée. Mais ce qui est bien avec cette fonction, c'est si on a xn, je peux toujours calculer xn plus 1, f de xn. Si j'ai le nombre de couches, je peux toujours obtenir la précision à la fin, après avoir entraîné mon réseau de nombres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les xn, f de xn, pour enrichir et pour obtenir une approximation de la fonction. C'est comme si je fais une interpolation. J'ai x1, f de x1, x2, f de x2, x3, f de x3, x4, f de x4, x5, f de x5. Et je fais une interpolation. Mais là, on va faire une interpolation un peu intelligente. En quel sens? C'est qu'on va optimiser, c'est vrai, on va interpoler d'une certaine manière, mais on va aussi utiliser le fait que nous avons des erreurs. D'accord? Parce que on considère donc la courbe obtenue dans chacun de ces points comme entachée d'erreurs. C'est-à-dire qu'il y a donc un écart type, une variance. Donc, on considère, c'est pour ça qu'on va approcher la fonction par des processus gaussiens. C'est que un point, on a une moyenne, donc la courbe il définit les moyennes, donc les moyennes, et puis autour de chaque moyenne, nous avons un écart type. Donc voilà, et bien sûr, là où j'ai pas, regardez là où on a deux points proches, ça aussi c'est quelque chose qu'on va assumer et après on va l'utiliser. Si nous avons des points qui sont proches, alors on a beaucoup d'informations autour de ces deux points et donc l'écart type va être réduit. Donc comment construire une fonction qui donne la moyenne, qui me donne la courbe, mais en même temps des écarts types, et les écarts types, là où j'ai beaucoup de points, va être réduit, va être petit, et là où j'ai pas beaucoup de points, comme ici, je ne sais pas si vous voyez un peu le pointeur de la souris, elle devient plus grand. Et quand j'ai ça, je cherche le maximum. Où se trouve le maximum? Le maximum va se trouver ici. Regardez, ça va se trouver ici. Je ne sais pas si vous le voyez, je peux aussi écrire. Il va se trouver ici, le maximum. Mais c'est un maximum attendu parce que qu'est-ce que j'ai fait? Je ne cherche pas autour de ces points parce que autour de ces points, c'est déjà bien exploré. Je vais explorer là où je n'ai pas suffisamment d'informations. Là, par exemple, ça va me donner ça. Et je refais un peu le même processus. J'obtiens encore à l'aide d'un processus gaussien où j'obtiens aussi la courbe avec les écarts types et ainsi de suite. Voilà, donc, parce que le point que j'obtiens ici, ça va être xn plus 1, donc suivant. Et quand j'ai un xn plus 1, je peux calculer f. Parce que comme on a dit, à chaque fois qu'on a xn plus 1, je peux calculer f. Et donc, j'améliore la courbe. Parce que j'aurai un point ici avec la valeur qui peut être, qui ne peut pas forcément être sur cette courbe. Elle peut être là. Parce que la courbe que j'ai ici, c'est juste une courbe qui approche la solution que je cherche. Mais la solution, elle peut être là. D'accord. Et donc, ça va changer un peu de courbe et ça va changer aussi d'incertitude autour d'écart type. Parce que l'écart type, ça désigne aussi l'incertitude que j'ai par rapport à une moyenne. Voilà, donc nous aurons un certain nombre d'étapes que nous allons présenter la prochaine fois. Mais bien sûr, il y a beaucoup de questions. Comment je définis, comment je construis cette fonction? D'accord.
Ce qui est bien ici, ce qui est bien à voir, c'est que nous allons chercher à obtenir donc pas un point, mais toute la courbe. Donc, on cherche à avoir une courbe en réduisant l'erreur par rapport à cette courbe. Mais là, comme c'est un problème d'optimisation, ce qu'on cherche aussi le plus, c'est d'obtenir. Là, nous avons la courbe. Regardez, nous avons la courbe qui est là, qui est la courbe un peu que nous cherchons, c'est la solution que nous cherchons. On suppose qu'on ne la connaît pas. Et on part par un seul point. Supposons que j'ai pris 5 couches. J'ai entraîné mon réseau de neurones et voilà, ça me donne une valeur. Donc, je dis, ça, c'est l'image de 5, c'est f de 5. Donc, j'ai 5, f de 5. Moi, je cherche aussi f de 4, de 3. Mais je ne vais pas prendre 4 ou 3. Qu'est-ce que je vais prendre? À l'aide de f de 5, quel est le point qui a le plus de probabilité de maximiser la précision? Donc, je cherche le maximum. Et ça doit être celui-là ou celui-là. Donc, je ne vois pas bien, mais l'un ou l'autre, excusez-moi, ça va être celui-là. Et donc, voilà, ils ont pris ils ont pris ce point. Et on continue. Donc, à partir de 2 points, on construit une nouvelle fonction approchée qui approche la solution que je ne connais pas, et ainsi de suite. Mais ce qui est bien, et ça, on va le présenter la prochaine fois, ce qui est bien, c'est que ça permet de trouver le maximum global, souvent, mais ça pose d'autres problèmes. Donc, la prochaine fois, ça pose aussi des problèmes de généralisation. Mais ça permet de trouver Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez ici, c'est un peu mieux illustré. Nous avons la courbe, d'accord, la courbe qui est là, en bleu. Nous l'estimons avec des points en rouge, ce qui nous permet d'avoir la moyenne, d'accord, la moyenne, la courbe moyenne qui est en tiré, avec un peu l'écart type autour de chaque point. Et nous allons voir comment on fait ça, d'accord? On va utiliser des kernels pour avoir un peu la moyenne et pour construire cette solution. C'est-à-dire une moyenne avec la dispersion des valeurs autour. Et avec la moyenne et l'écart type, regardez là, nous savons où peut se situer le maximum, le minimum. Ça dépend du problème d'optimisation que nous utilisons. Et on prend ce point et on continue. Mais on ajuste aussi. On n'aimerait pas rester autour d'un seul point. Donc, on explore et on exploite les résultats. On va un peu équilibrer ces deux possibilités. Explorer, chercher de nouveaux points. Par exemple, on a pris nombre de couches égal à 5. Après, on cherche à nombre de couches égal à 6 ou 7 ou 10 ou 20. Mais le plus intéressant, c'est d'aller plus loin. Là, on n'a pas suffisamment de points. Voilà, donc je m'arrête ici. La prochaine fois, on va détailler un peu ça. Donc, si vous avez des questions, est-ce que déjà c'est un peu dans ce que vous faites, dans l'état de ce que vous faites? J'aimerais bien, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en avez une idée avant? Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui travaille sur ça? L'optimisation bayésienne et son utilisation pour trouver ajuster les hyperparamètres.